La pression s'intensifie sur le gouvernement Legault. Les médecins de famille vont cesser d'enseigner aux étudiants dans une semaine. Éric Duhem et l'ex-député caquiste Yuri Chassin font la paire. Ils présentent ce matin leur vision pour un État efficace. Et les Canadiens sont favorables au grand projet de Mark Carney, mais leur appui est fragile. L'expert en sondage, Philippe J. Fournier, va être avec nous. C'est ce qui est à l'agenda. Votre premier rendez-vous politique de la journée. Bonjour, ici Alec Castonguay. J'espère que vous allez bien. Ils sont déjà d'une efficace et très redoutable efficacité, en fait. Il n'y a pas besoin de les présenter. Ah, bonjour, messieurs. Sébastien, Daniel, bonjour. Salut, Alec. Daniel qui est toujours à New York pour ce grand rassemblement, conférence annuelle de l'ONU. On va vous revenir à vous, Daniel, dans un instant. Mais d'abord, Sébastien, du côté des négociations entre les médecins et le gouvernement Legault, la pression s'intensifie sur le gouvernement. On a appris hier que les médecins omnipraticiens, donc la FMOQ, vont cesser également, comme les médecins spécialistes, d'enseigner aux étudiants, notamment pour les stages. On peut écouter le docteur Marc-André Ammiot, c'était hier. C'est un dialogue de sourds. On négocie. Ben, c'est ce qu'on fait. On négocie, on fait des propositions, puis on a l'impression qu'ils ne les lisent même pas, qu'ils les passent dans des chiqueteuses. La solution, si on n'est pas capable de s'entendre et qu'il y a un interlocuteur qui n'est pas de bonne foi, il faut confier ça à un arbitre indépendant qui, lui, va préserver la collaboration entre les parties au bénéfice de la population. Est-ce que, Sébastien, ça peut être l'une des solutions? Est-ce que le gouvernement pourrait être tenté par l'arbitrage? Au moment où on se parle, à 9h01, la réponse courte, c'est non. Non, le gouvernement n'est pas intéressé par l'arbitrage, mais on a besoin d'explications. Pourquoi? Parce que ce que M. Ammiot dit, c'est qu'ailleurs au pays, notamment en Ontario, il y a un système où les conditions de travail, le salaire, la rémunération des médecins est confié à un arbitre qui tranche entre ce que le gouvernement veut et ce que les syndicats de médecins veulent. Et donc, pourquoi on n'a pas ce système-là ici au Québec? Quelqu'un d'indépendant qui porterait un regard indépendant sur la situation plutôt que de se retrouver dans le cul-de-sac dans lequel on est, l'escalade de moyens de pression, l'escalade de menaces de loi spéciale et ainsi de suite. Alors, ce qu'on m'a dit au gouvernement, c'est qu'on ne veut pas d'arbitrage parce qu'un arbitre se base sur les précédents, la façon de faire historique de négociation, de rémunération des médecins. Or, le gouvernement, en ce moment, veut casser le modèle actuel de rémunération, veut éliminer les primes qui ont été la façon de faire des dernières années pour introduire un nouveau modèle de rémunération lié à la performance. Donc, un arbitre, aux yeux du gouvernement, n'irait pas dans cette direction-là, prendrait plutôt le vieux modèle. Mais je vous avoue qu'il va falloir que M. Dubé nous explique un peu les raisons pour lesquelles il ne veut pas d'arbitrage, parce que c'est la seule explication qu'on a au moment où on se parle. Ouais. D'ailleurs, Christian Dubé devrait parler ce matin là, rapidement à l'entrée du Conseil des ministres, donc on va peut-être avoir un peu plus de détails dans quelques instants. On va aller l'écouter d'ailleurs, si jamais c'est le cas, pendant notre émission. Oui, Daniel? J'allais dire, Alec, parce que là, je vais mettre mon chapeau d'ancien reporter provincial en Ontario. J'en ai couvert des négociations comme ça. Effectivement, le système ontarien, il fonctionne bien parce qu'il y a rarement ces conflits entre le gouvernement et les médecins. Et le gouvernement ontarien a été capable, dans le passé, de briser certains éléments du système. Je me souviens de l'époque, entre autres, où on a implanté les groupes de médecine familiale, les infirmières praticiennes en Ontario. C'est loin d'être simple, ça n'a pas passé facilement, ça s'est fait et les médecins étaient opposés à l'idée, mais il y avait une façon d'arriver avec le système de négociation et d'arbitrage et un certain nombre de compromis. Ça semble donner des relations de travail qui sont plus simples à gérer. Hein. Peut-être que ça vaudrait la peine pour M. Dubé de jeter un coup d'œil sur la façon dont son collègue en Ontario gère les choses. Peut-être, en effet. Daniel, on reste avec vous. Vous êtes à New York, on l'entend bien, on le voit bien aussi. C'est la conférence de l'ONU qui se poursuit. Et là, Mark Carney a rencontré hier son homologue chinois, le premier ministre chinois, mais il n'écarte pas l'idée de rencontrer même le président de la Chine éventuellement. Quand même, hein? Alors, on a fait un pas de géant hier dans les relations entre le Canada et la Chine par rapport à ce qu'elles étaient il y a quelques mois à peine. Hein? Rappelez-vous les tensions diplomatiques, la détention de Meng Wanzhou par le gouvernement canadien, la détention des deux Michael par Pékin, ce que ça avait causé comme tort à la relation entre le Canada et la Chine. Et là, aujourd'hui, clairement, c'est une autre rupture que M. Carney veut opérer en disant
Alors moi, je pense que devant l'un des plus grands partenaires commerciaux du Canada, devant ce potentiel économique, on doit recommencer à discuter. Hier, ça a fait l'objet de conversations avec le premier ministre chinois dans le cadre d'une rencontre bilatérale en marge de l'ONU. Hier soir, il y a un point de presse avec M. Carney au consulat canadien ici, et on lui a posé la question, est-ce que sa prochaine étape, ça veut dire rencontrer le président Xi? Et il dit, bien, je ne mets pas ça de côté, je n'exclus pas cette possibilité-là en temps opportun. On avance pas par pas. La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, va aller faire un tour en Chine, elle va aller en Inde aussi, un autre pays avec qui on a besoin d'entretenir un peu, peut-être de meilleures relations diplomatiques, ou en tout cas, on semble vouloir les améliorer. Et moi, je ne serais pas surpris que M. Carney décide assez rapidement que ce soit le temps de repartir sur de nouvelles bases parce qu'on cherche encore à diversifier nos partenariats économiques. Puis la Chine, dans le contexte, est un peu un incontournable. Il a suivi les critiques je regardais ce matin sur Twitter, Pierre Poilievre qui disait qu'il a rencontré le premier ministre, il n'a pas réussi à obtenir de baisse de tarifs pour les producteurs de canola canadiens. Ça me semble un peu... Ça me semble demander beaucoup d'une rencontre d'un peu moins d'une heure, là, mais de jeter les bases de tout ça, c'est probablement pas une mauvaise idée. Oui, puis il y a des niveaux hiérarchiques. Là. Le premier ministre en Chine, c'est pas le président. Là. Ça se décide généralement plus haut un peu. Alors, ça, faut en prendre compte aussi, en tenir compte, pardon. Sébastien, à Québec, on surveille un point de presse intéressant, celui d'Éric Duhaime, le chef conservateur, ce matin, qui va être accompagné de Yuri Chassin, l'ancien député caquiste de Saint-Jérôme, qui est maintenant indépendant. D'après ce que je comprends, Yuri Chassin ne va pas se joindre au Parti conservateur, mais il partage certaines idées. Voilà, la première question qu'on se pose, c'est en effet, y a-t-il un saut de M. Chassin au Parti conservateur? Vous avez la bonne réponse. La réponse, c'est non. Mais ce qui n'empêche pas qu'il y ait une communion d'idées sur certains enjeux. Et M. Chassin et M. Duhaime veulent collaborer lorsqu'ils sont sur la même longueur d'onde sur certains sujets. Cette fois-ci, c'est l'efficacité gouvernementale. Vous savez que c'est un des chevals de bataille de M. Legault pour se relancer. Messieurs Duhaime et Chassin ont, semble-t-il, des idées là-dessus. Donc, ils vont faire part de leurs préoccupations, ils vont avancer des idées en vue du discours d'ouverture de M. Legault qui doit avoir lieu dans une semaine, jour pour jour. Donc, a priori, M. Chassin a dit la semaine dernière, quand il a déchiré sa carte de la CAQ, qu'il n'allait pas acheter une carte du Parti conservateur, qu'il n'allait pas devenir le député du Parti conservateur à l'Assemblée nationale, qu'il n'allait pas faire donc une Claire Sanson de lui-même. Rappelez-vous, c'était Mme Sanson qui avait ouvert la porte au PCQ à l'Assemblée nationale. Mais c'est intéressant quand même parce que M. Chassin... En fait, M. Duhaime ne peut pas tenir de conférence de presse à l'intérieur de l'Assemblée nationale parce qu'il n'est pas élu. Il faut qu'il soit invité par un élu. Et cette fois-ci, c'est M. Chassin qui lui ouvre la porte. Donc, 10h30, hein, je pense. 10h30, oui. Ce point de presse à l'Assemblée nationale. Sébastien, Daniel, merci beaucoup. On se retrouve demain. Bonne journée. Bye. Au revoir. Notre duo du jour est en place. Christine Saint-Pierre est encore absente cette semaine. Elle le sera pour encore 2 semaines. C'est donc Francine Charbonneau qui est avec nous. Bonjour, Francine. Bonjour. Et Alain Reyes, lui, fidèle au poste. Bonjour, Alain. Bonjour. Alors, commençons peut-être par ce sujet. Éric Duhaime et l'ex-caquiste Yuri Chassin qui font la paire pour proposer une meilleure efficacité de l'État. Est-ce que c'est une bonne façon, vous pensez, Francine, sans dire qu'il se joint au Parti conservateur, mais de donner de la visibilité à Éric Duhaime pour Yuri Chassin? Je vous avoue que je crois personnellement que c'est 2 personnages qui ont besoin d'un peu de lumière. Hein? M. Duhaime cherche... On s'aide les deux mutuellement, exactement. C'est ça. Donc, je gratte ton dos, tu grattes mon dos, puis on partage nos idées au micro pour pouvoir faire une avancée ou pour, du moins, passer les messages de M. Duhaime. Parce que M. Duhaime cherche depuis longtemps, puis peut-être avec raison, cette porte d'entrée pour arriver à l'Assemblée nationale. Maintenant, est-ce que sur tous les sujets, ils sont d'accord? Je ne crois pas. Je connais plus M. Chassin que M. Duhaime. J'ai eu le privilège de siéger avec M. Chassin. Mais je crois que le côté à droite de M. Chassin vient rejoindre le côté de M. Duhaime. Donc, à suivre. On verra bien ce qu'ils vont nous annoncer un peu plus tard, mais je pense que, comme je vous dis, c'est plus un grattage de dos. Hein? Si je te laisse rentrer, on se dit à peu près la même chose, donc ça donne 2 personnes plutôt qu'une seule qui porte un message. Depuis son départ de la CAQ, en fait, Yuri Chassin dit que c'est en raison de l'abandon de l'ADN caquiste qui était l'efficacité de l'État. Déjà, il y a 1 an, lorsqu'il a quitté, il avait dit que la CAQ s'est éloignée de ses valeurs de réformer l'État, d'avoir de laisser de la place au privé en santé, par exemple. Il a énuméré toute une série de griefs. Est-ce que, dans le fond, on a un peu, du côté de François Legault, Alain, écouté Yuri Chassin, ou du moins... On ne le dira pas comme ça, là, mais on se rapproche de ce que Yuri Chassin aurait souhaité il y a 1 an.
Oui, un an plus tard, puis Yuri Chassin le souligne très clairement, mais moi, j'irais plus loin. C'est pas l'ancien caquiste que j'entends parler lorsque je vois Yuri Chassin. J'entends, comme Éric Duhem, les anciens zadéquistes. Donc, des gens, puis Francine, tu disais qui étaient de la même allégeance de droite. Je spécifierais de droite économique. Parce qu'une des choses qui doit retenir Yuri Chassin de se coller encore plus sur Éric Duhem, c'est plus les autres côtés plus provocateurs d'Éric Duhem sur la place publique, sur les enjeux sociaux, lorsqu'il part sur une dérive, je dirais un peu plus de ce côté-là pour nourrir sa base. Je sens pas que Yuri Chassin veut aller se coller vers ça. Mais sur les enjeux économiques, sur la fonction de l'État, la rapetisser, couper les taxes, les impôts, revoir notre système dont il parle des CPE. Donc, est-ce que c'est nécessaire que le gouvernement, même s'il s'implique dans les CPE, doit être responsable de tout jusqu'à ce qu'il y a dans l'assiette des jeunes? Donc, c'est tous ces éléments-là que lui veut apporter. Puis, naturellement, bien oui, Francine a tout à fait raison. Ça leur donne aux deux une opportunité d'être visibles sur la place publique, de faire avancer leur sujet et peut-être de préparer une arrivée future avec le Parti conservateur du Québec de Yuri Chassin s'il voulait se représenter parce que il est conscient, comme indépendant, que ses chances d'être élu, s'il veut continuer à l'Assemblée nationale, sont presque nulles s'il ne s'associe pas à un autre parti. Donc, il y a un petit flirtage vous écartez pas qu'éventuellement les deux soient dans le même parti, là. Mais à la prochaine élection, Yuri Chassin était très clair et j'ai eu la chance de lui parler à quelques reprises avant la période estivale sur des enjeux là, qu'il voulait pousser, il voulait voir comment est-ce que je voyais ça. Et bon, je pense qu'il veut vraiment se rendre au bout de son mandat, honoré. Là-dessus, il y a des convictions extrêmement profondes, mais advenant le cas qu'il veut continuer, le Parti conservateur pourrait être une option. Advenant le cas, sinon, ben je vois pas d'autre chose que le Parti libéral du Québec, ultimement. Je me permettrais de dire qu'Alain a probablement raison, puisque les sondages disent qu'il y a plus de chances d'être élu avec M. Duhem qu'avec M. Legault. Oui, ça, on voudrait effectivement, on verra dans un an. Mais puis Alain a raison, pour les indépendants, c'est très difficile là, quand on n'a pas de parti politique. J'en sais quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus compliqué. Bon, quelques mots avant la pause sur les médecins. Les moyens de pression s'accentuent. Il y avait les médecins spécialistes qui avaient déjà cessé d'enseigner aux étudiants, donc ça avait compromis des stages. Les médecins omnipraticiens vont faire la même chose à partir du 1er octobre. Donc, ça met de la pression sur le gouvernement qui n'a pas l'air à vouloir reculer. Oui, on a mis de l'eau dans son vin. On a modifié certaines propositions au gouvernement, mais pour l'essentiel, le projet de loi 106 reste en place, Francine. Oui, et il y a un discours qui s'en vient dans moins d'une semaine où le premier ministre va avoir une chance de passer l'ensemble de ses messages. Personnellement, je crois vraiment qu'il n'y a pas assez d'eau dans un verre, puis il y en a trop dans l'autre, mais le gouvernement devrait faire... Francine? Bien, moi, je dirais que le gouvernement devrait faire un effort supplémentaire. Okay. Je le dis parce que les médecins sont bien campés dans leur position, mais on n'entend pas beaucoup de leurs propositions. Puis ça, je pense qu'Alain a vraiment, j'ai eu une discussion avec Alain avant de rentrer en ondes, puis c'est vraiment une perspective qu'on doit garder en tête. Par contre, de venir pénaliser les étudiants va pénaliser les médecins plus tard et met, je crois, personnellement, en péril le succès des cohortes qui sont à venir, qui vont venir travailler avec les médecins qui, en ce moment, essaient de négocier un peu trop sur la place publique, mais essaient de négocier quelque chose avec le gouvernement. J'apprécierais voir autre chose que sur X, l'opinion de M. Dubé pour dire vers où il s'en va puis qu'est-ce qu'il a le goût de faire. Je trouve que X est très utilisé pour la communication, mais ceci dit, il serait intéressant qu'on puisse revoir certains articles à la baisse pour pouvoir donner cet espace-là aux médecins et au gouvernement pour s'entendre avant qu'on arrive à un bâillon où là, moi, j'ai toujours appelé un bâillon forcé dans la gorge quelque chose. C'est pas toujours bon signe pour la population. Alain, sur les négociations. Il y a une règle de base que moi j'ai appris comme gestionnaire dans le passé, c'est qu'on ne se tapisse jamais dans un coin. On laisse toujours une petite mini porte ouverte ultimement pour faire avancer les négociations. Et dans ce cas-ci, les deux parties sont campées. Et le problème, ça va être l'opinion publique. Je suis d'accord avec Francine. Moi, j'aimerais ça entendre le gouvernement expliquer sa vision des choses. Puis les médecins, j'ai pas entendu sur la place publique aucune piste de solution
pour aider le gouvernement financièrement dans son défi qu'il a. C'est plus de 50 de nos impôts qui vont en santé. Il reste des privilégiés de notre société en termes de revenus salarial. Le gouvernement ne veut pas lâcher le morceau pour la question de la performance des médecins. Il a diminué de 25 à 15 et je vois pas comment François Legault pourrait reculer là-dessus après son discours qu'il a fait lors du remaniement ministériel où il a attaqué tout le monde. Il est au plus bas des sondages. Il n'y a rien à perdre, dans le fond, Alain, François Legault. Absolument rien à perdre. Puis il a été très clair, ce n'est pas un concours de popularité qu'il veut faire. C'est une vieille guéguerre qu'il a avec les médecins. Il va tenir son bout. Donc, je vois pas comment il pourrait reculer. Et dans l'opinion publique, je suis pas certain. Puis là, Dieu sait que j'ai des amis qui sont en médecine. Ils n'aimeront pas ce que je vais dire. Mais je pense que l'opinion publique, dans ce cas-ci, risque de pencher du côté du gouvernement. Les gens, là, n'ont pas ces revenus-là. Ils travaillent fort. Ils ont de la misère à arriver. Puis là, ils se disent, on veut des soins de santé de qualité et on veut minimalement avoir tous accès à un médecin. Donc, s'ils ne veulent pas aller vers ça, bien, qu'ils arrivent avec des solutions financièrement qui permettront au gouvernement d'arriver à ses fins sans toucher à la performance des médecins. Mais jusqu'à présent, j'ai rien entendu là-dessus sur la place publique. Est-ce qu'il pourrait y avoir une loi spéciale, Francine? François Legault en a parlé, tout le monde en parle, pour mettre fin aux moyens de pression. Pas nécessairement, donc, imposer les conditions salariales puis la réforme qu'il veut faire, mais pour les forcer à arrêter de faire les moyens de pression et ensuite on continuerait à négocier. Pensez-vous que c'est une possibilité? Bien, je le retire pas des possibilités. Je crois que le gouvernement est en train d'y réfléchir, qu'on pense au projet de loi de M. Boulay qui avait mis en place pour s'assurer que des moyens de pression ne viennent pas endommager la relation entre le citoyen et les professionnels. La même chose peut s'imposer au niveau des médecins. Est-ce que c'est la bonne avenue? Je ne crois pas. Moi, je pense que la population québécoise, elle est fatiguée des, je vais reprendre le terme de Alain, des guéguerres en médecine ou chez les médecins. J'ai joué dans le film un peu avec les projets de monsieur Barrette. J'ai vu des solutions se trouver et des guerres se poursuivre, mais je pense que la population veut juste arriver à avoir un service adéquat avec un médecin de famille pour chacun, puisque à chaque élection, c'est ce que les gouvernements nous promettent. Hein? Ils nous promettent un médecin de famille, ils nous promettent des gens qui vont s'occuper de nous. Moi, je rencontre encore des gens qui ont mal aux genoux, qui n'ont pas d'opération ou qui attendent encore depuis plus de 8 mois pour une opération aux hanches. Donc, il y a une fatigue qui est en train de se présenter chez les 3 joueurs. Les médecins, le gouvernement, mais la population. Je voulais juste dire rapidement, Alain, qu'on attend l'arrivée de Christian Dubé au Conseil des ministres. Celui que vous voyez, c'est Jean-François Roberge qui répond aux questions des journalistes. Mais le prochain devrait être Christian Dubé. Évidemment, on va aller l'écouter lorsqu'il arrivera pour qu'il fasse sa mise au point où on en est dans ces négociations. Vous alliez dire, Alain? Oui, tout à fait. Et mettons-nous dans la place du politicien qui est François Legault et ses stratèges à l'approche d'une élection générale qui s'en vient dans 1 an. On s'entend tous pour dire que je ne crois pas qu'il y a aucun médecin au Québec aujourd'hui qui aura l'intention de voter pour la CAQ dans 1 an, lorsque, quelle que soit la finalité de ces négociations-là, c'est fini par rapport à ça. Calculer le nombre de médecins qu'il y a au Québec qui vont voter versus le nombre de citoyens qui sont inquiets d'avoir des services de qualité, qui regardent ça en se disant, bon, ils sont des privilégiés de la société. Additionner tout ça, puis stratégiquement, c'est là que j'arrive à la conclusion que François Legault ne peut pas reculer sur les indicateurs de performance qu'il veut instaurer, quitte à les diminuer un peu, mais il va vouloir garder cette base-là, casser ce modèle de rémunération des médecins, quitte à faire d'autres gains dans une prochaine négociation pour un futur gouvernement, qu'il soit caquiste ou autre, plus tard, pour améliorer la saison. Mais il va vouloir briser ce moule-là qui est bien ancré dans le système actuel. Intéressant. Ça sera à suivre, puis on va écouter Christian Dubé dans quelques instants. Pendant qu'on a donc un peu de temps, parlons un peu du retour de Jimmy Kimmel hier sur les ondes de ABC. Est-ce que c'est une victoire pour la liberté d'expression? En tout cas, l'animateur, lui, n'a pas mâché ses mots. Il a dit d'ailleurs que c'était à contre-courant carrément des valeurs américaines que d'exclure un comédien comme ça des ondes. On peut écouter un extrait, ça va vous donner une idée, puis on revient ensuite. Our freedom to speak is what they admire most about this country. And that's something I'm embarrassed to say I took for granted until they pulled my friend Stephen off the air and tried to coerce the affiliates who run our show in the cities that you live in to take my show off the air. That's not legal. That's not American. That is un-American. And it is so dangerous. C'est carrément anti-américain que de le retirer des ondes, a-t-il dit. Francine,
On en parle parce que ça touche la liberté d'expression, qui est Exactement. une valeur très importante dans les démocraties, au Canada comme aux États-Unis. En plus, c'est le premier amendement de la Constitution américaine. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ils sont toujours en position d'être les plus forts et les plus grands puis les plus puissants. Et tout à coup, ils sont devant quelqu'un de très narcissique qui dit, si tu fais des blagues sur moi, je vais mettre une pression suffisamment importante sur la station à laquelle tu es pour te retirer des ondes. Et c'est l'inquiétude, je pense, que tous les Américains devraient avoir, malgré le fait que s'il est en poste, c'est que les gens ont voté pour lui. Mais le retour a été tout aussi, je dirais, tout aussi virulent sur le droit de parole, sur ce respect-là, que sur son sentiment, où il est revenu sur les propos qu'il avait tenus pour dire que, et il le fait avec émotion, qu'il ne voulait pas mettre en jeu ou rire d'une situation qui s'est vécue sur la mort d'un jeune homme. Et on a vu l'humilité de l'homme, du comédien ou du comique, prendre toute sa place pour, après ça, reprendre son bâton de pèlerin puis parler de la liberté d'expression. Je crois, sincèrement, moi, je suis inquiète pour les États-Unis et leur liberté, tout court. Donc, de ce fait, le retour, je ne sais pas pour combien de temps, là, mais le retour a été apprécié pour les gens qui tiennent cette valeur-là. Alain? Une chose, si Donald Trump voulait le faire taire, c'est raté parce que d'après moi, ils vont avoir les meilleurs codes d'écoute qu'il n'aura jamais eu, lui et son émission avec son retour hier. Moi, j'ai trouvé son discours parfait en termes de ton, de contenu, d'émotion. On l'a senti sincère sur les raisons qu'il voulait aborder face à la liberté d'expression. Puis j'aimerais dire quelque chose parce qu'on a des gens un peu plus à droite là, qui critiquent, qui ramènent toujours le discours en disant « Oui, là, c'est parce que c'était quelqu'un qui est à gauche que là, on s'offusque de cette situation-là de liberté d'expression. Quand c'est quelqu'un qui est plus à droite, qui est cancellé, là, on entend moins de personnes qui s'élèvent par rapport à ça. Mais moi, je veux rajouter quelque chose. Dans ce cas-ci, c'est particulier, c'est que c'est le président américain qui se donnait ce pouvoir-là de pouvoir annuler quelqu'un qui ne pensait pas comme lui. Et ça, pour moi, c'est un niveau qu'on n'avait jamais vu auparavant dans le passé, même quand quelqu'un perdait son droit de parole à cause de propos qu'il aurait pris, qu'on soit pour ou contre les propos. On était rendu à un niveau supérieur et là, je pense qu'on peut avoir un peu d'espoir que les choses vont se... Il y en a, Alain, à droite, qui sont sortis, quelques-uns, Joe Rogan, Ted Cruz, le sénateur du républicain du Texas. J'ai entendu Tucker Carlson, évidemment. Il y en a qui se sont dit, c'est parce que si on laisse ça aller puis que les démocrates reprennent le pouvoir dans 3 ans, on va pas être mieux servis, là. Alors, il y a cette inquiétude-là à droite aussi. Peut-être que Donald... on va l'écouter Christian Dubé, Alain. Qui sont à l'externat en ce moment, qui attendent d'avoir leur stage complété pour passer ce qu'on appelle à la résidence. Et la journée qu'ils ne sont pas à la résidence, ils ne peuvent pas soigner de patients. Fait qu'on est rendu là. Et moi, avec tous les avancées qu'on a faites au cours des derniers jours sur le projet de loi 106, puis je vous donne des exemples très concrets, là. J'ai dit qu'on était prêt à passer de 25 à 15 pour la question des cibles. J'ai dit que j'étais très ouvert à faire des aménagements pour les médecins qui étaient plus âgés ou proches de la retraite. J'ai dit qu'on allait faire des aménagements pour les régions. Et j'ai même dit cette semaine qu'on était prêt à faire des arrangements, par exemple, pour la question du fameux article 8, là, pour le pouvoir réglementaire. Fait que moi, je résumerais ça aujourd'hui, avant de passer la parole à ma collègue. Je suis très préoccupé. Puis très préoccupé pour les étudiants. On a fait des avancées importantes. Je pense que ce serait la moindre chose que les médecins viennent aux tables pour discuter des ouvertures. Je veux juste terminer. Pour que les médecins viennent aux tables pour discuter du projet de loi parce qu'on a fait des avancées et on montre qu'on a une main tendue envers les médecins. Avez-vous d'autres rencontres prévues avant la rentrée parlementaire? Bien, ça, je vais laisser ça à ma collègue du Trésor parce que c'est le Trésor toujours qui négocie. Madame Oui, mais j'allais vous le dire. Mme Duranceau a eu des rencontres cette semaine avec les 2 fédérations. Je pense que ça apporte une nouvelle voie aux discussions. Alors, c'est au Trésor à continuer à faire ça. Et c'est pour ça que j'invite d'ailleurs les médecins. Mme Biron. Bien, je pense que notre préoccupation, c'est à l'ensemble du gouvernement. Écoutez, j'ai beaucoup de difficultés à m'expliquer ces moyens de pression qui touchent notre jeunesse,
qui touche nos jeunes qui font médecine, puis on va se le dire, c'est assez difficile. Surtout qu'il y a une main tendue pour aller négocier. Alors, je comprends pas pourquoi que les médecins spécialistes ne vont pas négocier. Moi, je les invite à lever ces moyens de pression-là qui plombent le parcours de milliers de jeunes qui sont en médecine et aller négocier. Mais les fédérations... Pour le millier d'étudiants qui sont en stage, il y avait 1000 stages qui pouvaient tomber cette semaine si on ne reprenait pas. Les 4 facultés de médecine font du judo pour essayer de faire rentrer le cercle dans le carré. C'est-à-dire qu'ils font des efforts pour que les stages aient lieu, pour que les cours aient lieu et pour que les étudiants qui sont pas loin de la résidence aient essentiellement tout ce qu'il faut pour pouvoir s'inscrire sur le site national. Ça peut pas durer. Ça pourra pas durer. Alors, c'est très important que les médecins spécialistes, qui sont leurs mentors, qui les accompagnent dans leur parcours, lèvent les moyens de pression et se mettent sur les tables de négociation. Est-ce que les recteurs vous parlent d'un report de la diplomation pour cette année? Est-ce que ça fait partie des scénarios qui sont envisagés? Bien, c'est pas un mur à mur. Actuellement, comme je vous dis, il y a des efforts qui sont faits pour s'assurer que le travail, que les étudiants puissent poursuivre leur parcours. Mais oui, aujourd'hui, là, les stages externes d'une semaine, bien, ils sont caducs. Alors, devront être repris. Et plus on avance dans le temps, là, les stages externes, ça va jusqu'à 6 semaines. Alors oui, ça va avoir un impact sur le parcours, ça va avoir un impact sur leur diplomation, ça va retarder, avec tout ce que ça veut dire. On a une jeunesse forte, résiliente, mais... vous le savez, la détresse que ça crée chez les jeunes, l'anxiété que ça crée chez les jeunes, et peut-être... Ils les appuient, ils vous demandent... Je les comprends. Ce sont leurs mentors. Ce qu'on offre, c'est de s'asseoir aux tables de négociation. Et je pense qu'ils devraient saisir cette main-là. Pourquoi vous refusez l'arbitrage? Bien, ça, je peux peut-être répondre à ça, si vous permettez. Premièrement, il faut dire que la situation se compare difficilement avec le reste du Canada, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, nos médecins sont parmi déjà les mieux payés au Canada. Les provinces qui ont fait choix d'arbitrage, c'est des provinces qui avaient beaucoup de rattrapage à faire. Alors, donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les arbitres ont donné des augmentations de l'ordre de 17 à 20 % Alors, sur une masse de rémunération au Québec, là, de 9 milliards, 20 % c'est 1,8 milliard. Attendez. Je vous dis que 20 % sur une rémunération de 9 milliards, les Québécois n'ont pas les moyens d'avoir une augmentation de rémunération de 1,8 milliard. Les Québécois n'ont pas moyen. Je pense qu'il faut, ce que j'ai expliqué, on a montré beaucoup d'ouverture pour être capable d'être aux tables. C'est aux médecins à venir s'asseoir pour en parler. La loi spéciale, ce serait sur les moyens de pression. Bien, moi, je pense... Les forcer à reprendre l'enseignement. Je vous dis tout à l'heure qu'on n'est pas rendu là. Là, on est rendu à dire... Oui, mais ça se fait par étapes. Là, on est rendu à dire... C'est pas sur le projet de loi. Non. On parlait d'une loi spéciale, il parlait pas d'un bail. Il parlait d'une loi spéciale sur autre chose. Oui, moi, je vais laisser M. Legault vous l'expliquer. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, là, allons-y par étapes. On a fait preuve assez d'ouverture au cours des derniers jours pour que les médecins reviennent aux tables. C'est à eux de revenir pour qu'on en discute. Mais merci. Eux, ils nous disent Êtes-vous d'accord avec la prise de position du Collège des médecins qui dit que ça ne va pas avoir d'impact sur les patients? Bien, écoutez, je viens de vous dire ce matin, clairement, que 1700 étudiants qui sont en ce moment à l'externat, donc la deuxième étape, qui sont en attente de faire confirmer que leur stage leur permet de passer à la résidence. S'ils ne peuvent pas passer à la résidence, ça a un impact sur les patients parce que les résidents peuvent soigner. Avec le collège aérien. Bien, c'est pas ça que je dis. Il dit que ça n'a pas d'impact. Monsieur Laforêt, je vous laisse l'interprétation. Moi, ce que je vous dis, c'est quand... Je veux bien expliquer votre position. Là. Vous dites que ça va avoir un impact. Le collège dit que ça n'a pas d'impact. Oui, mais, le collège, Monsieur Laforêt, est-ce que ça a un impact aujourd'hui? La réponse, c'est non. Est-ce que ça peut avoir un impact dans une semaine si les étudiants ne sont pas capables d'avoir leur stage? Alors, on est là. Et c'est pour ça... Monsieur Dubé, dans leur bulletin... Je vais juste en prendre une dernière. Dans leur bulletin qu'ils ont émis à leurs membres, la FMSQ dit que dans les moyens de pression envisagés, il pourrait y avoir la gestion des lits, la fluidité dans les... Alors, est-ce que ça aurait un impact direct sur les soins aux patients? Tout à fait. La gestion des lits, c'est quelque chose qu'on a mis en place
récemment, au cours de la dernière année, c'est de s'assurer que le patient, quand il rentre à l'hôpital, va le plus rapidement possible à toutes les étapes pour pouvoir libérer le patient et avoir un autre patient qui rentre. Si le médecin n'aide pas à la gestion des lits, qu'est-ce que ça fait? On bouche l'hôpital. Alors donc, si la gestion des lits n'est pas supervisée comme elle devrait l'être, bien c'est sûr.